Cuba semble figé dans une autre époque. Derrière l'image séduisante de La Havane, capitale et plus grande ville du pays, près de 2,1 millions d'habitants affrontent depuis des années les restrictions et les difficultés économiques. Les salaires sont faibles, la nourriture coûte cher et l'accès aux médicaments reste extrêmement limité. Pourquoi Cuba paraît-elle prisonnière du passé? Une grande partie de la réponse se trouve dans son histoire politique. Lorsque l'Union soviétique soutenait l'île, Cuba pouvait défier des puissances comme les États-Unis. Mais après l'effondrement soviétique, le pays s'est retrouvé confronté à de lourdes sanctions, notamment américaines. Aujourd'hui encore, Cuba demeure isolé, entretient des relations difficiles avec plusieurs nations et abrite une population vivant souvent dans des bâtiments vieillissants, au milieu de voitures appartenant à une autre époque. 1. Une crise alimentaire qui façonne le quotidien. Chaque Cubain possède un petit carnet comparable à une pièce d'identité. Ce document détermine les aliments qu'il peut acheter et les quantités auxquelles il a droit. Créé dans les années 1960, ce carnet de rationnement devait garantir l'accès aux produits essentiels. Mais la situation actuelle est bouleversante. Selon Reuters, en 2024, chaque citoyen pouvait obtenir 80 grammes de pain par jour grâce à sa carte de rationnement. Cette quantité est désormais tombée à seulement 60 grammes, soit à peine l'équivalent de 2 tranches de pain par personne. Le système de rationnement est très loin de couvrir les besoins alimentaires de la population. Les familles doivent donc acheter la majorité de leurs provisions auprès de vendeurs de rue qui travaillent dans la peur permanente. Les habitants se rendent dans ces marchés informels, achètent quelques produits, puis les rapportent chez eux. Pourtant, d'après les témoignages locaux, ces ventes ne sont pas autorisées par le gouvernement. Lorsqu'un vendeur est arrêté, il risque la prison. Ces personnes se retrouvent ainsi face à un choix impossible. Ne rien vendre et risquer de souffrir de la faim ou aider leurs voisins en prenant le risque d'être emprisonnés. Un travailleur cubain gagne en moyenne environ 4 000 pesos par mois, soit approximativement 28 $ au taux de change officiel. Mais voici la réalité la plus brutale. Une douzaine d'œufs coûte entre 3 000 et 3 500 pesos. Autrement dit, un produit aussi essentiel qu'une source de protéines peut absorber presque un mois entier de salaire. Dans les marchés, les habitants achètent de très petites quantités. Un peu de ceci, quelques grammes de cela. Chaque peso doit être utilisé avec une précision extrême. Cette gymnastique financière, mais aussi émotionnelle, recommence chaque jour. Certaines familles passent des heures à calculer si elles pourront acheter des protéines cette semaine ou si elles doivent conserver leur argent pour obtenir des médicaments. Pourriez-vous vivre avec seulement 2 tranches de pain par jour? Écrivez « oui » si vous accepteriez d'essayer pendant une semaine ou « non » si cela vous paraît tout simplement impossible. Partagez votre réponse dans les commentaires. 2. Le paradoxe du système de santé. Vous avez probablement déjà entendu dire que Cuba possède l'un des meilleurs systèmes de santé d'Amérique latine. Plusieurs organisations internationales, dont l'Organisation mondiale de la santé, classent régulièrement le pays parmi les systèmes médicaux les plus performants de la région. Pourtant, les pénuries chroniques de fournitures médicales plongent les professionnels de santé dans des situations intenables. Antibiotiques, antidouleurs et équipements chirurgicaux manquent fréquemment. Les médecins sont alors contraints de prendre des décisions douloureuses concernant leurs patients. À l'heure actuelle, ceux-ci n'auraient pas accès à 70% des médicaments dont ils ont besoin. 70%? Rien dans les rayons, rien dans les pharmacies hospitalières. Les patients doivent souvent apporter eux-mêmes des objets essentiels lorsqu'ils se rendent à l'hôpital. Il peut s'agir de draps, de serviettes et parfois même d'ampoules électriques. Des familles passent plusieurs jours à rechercher des traitements qui devraient normalement être disponibles sur place. Elles parcourent pharmacie après pharmacie dans l'espoir de trouver un simple antidouleur ou quelques antibiotiques. Un système de santé privé de médicaments est déjà une tragédie. Pourtant, ce n'est que le début. Avant de poursuivre, abonnez-vous et activez les notifications.
car la suite révèle comment une nation entière tente de survivre aux coupures de courant, à la censure et à l'isolement numérique. 3. Vivre dans l'obscurité numérique. Alors que le reste du monde s'enfonce toujours plus profondément dans l'ère numérique, Cuba reste enfermé dans une forme d'obscurité technologique. Les coupures d'électricité sont fréquentes dans tout le pays. D'après plusieurs médias, leur nombre a fortement augmenté depuis 2024. Certaines familles ont même commencé à produire du charbon afin de satisfaire leurs besoins énergétiques les plus élémentaires. Et la situation peut devenir encore plus éprouvante. Lors des pannes massives, l'électricité peut disparaître pendant près de 20 heures au cours d'une seule journée. Les connexions à Internet sont extrêmement lentes et la liberté en ligne demeure fortement encadrée. Le journalisme indépendant n'a pratiquement aucun espace pour exister. Les personnes qui publient des contenus d'opposition s'exposent à de graves conséquences, tandis que les médias numériques hostiles au gouvernement sont régulièrement censurés. Mais les difficultés ne se limitent pas à la qualité de la connexion. En raison des sanctions américaines, de grandes plateformes et de nombreux services ne sont tout simplement pas accessibles à Cuba. TikTok est bloqué, ChatGPT ne fonctionne pas. Pour la majorité des applications, l'App Store d'Apple affiche des messages indiquant que le service est indisponible dans cette région. Cuba possède ainsi l'un des environnements numériques les plus fermés du continent américain. Cet isolement ne touche pas uniquement les loisirs ou les réseaux sociaux. Il limite également l'éducation, les possibilités professionnelles, le développement des entreprises et l'accès aux informations que d'autres populations considèrent comme normales. Découvrir les épreuves traversées par les Cubains nous rappelle à quel point beaucoup d'entre nous vivent dans des conditions plus favorables. D'ailleurs, nous aimerions savoir d'où vous regardez cette vidéo. Indiquez votre pays ou votre ville dans les commentaires afin que nous puissions vous saluer. 4. L'économie souterraine de la survie. Vous avez peut-être déjà entendu parler des gineteras, un terme que beaucoup associent uniquement aux services destinés aux adultes. À Cuba, certains touristes peuvent rencontrer ce que les habitants décrivent comme une compagne rémunérée. Ces femmes les accompagnent au restaurant, dans les bars ou les discothèques et passent du temps avec eux. Une relation intime peut parfois avoir lieu lorsque les deux personnes le souhaitent. Cependant, ces femmes ne font pas nécessairement de cette activité leur profession principale. Elles possèdent une vie privée, un métier et un parcours personnel. Mais face aux difficultés économiques que nous venons d'évoquer, certaines entretiennent ponctuellement des relations rémunérées avec des touristes afin de survivre. Parmi elles se trouvent parfois des enseignantes, des infirmières ou des diplômés universitaires incapables de couvrir leurs dépenses avec leur salaire officiel. Beaucoup ont reçu une excellente éducation, parlent plusieurs langues et possèdent des compétences qui leur permettraient de réussir dans de nombreuses autres économies. 5. Le paradoxe du tourisme. Le fonctionnement du tourisme cubain révèle une ironie particulièrement cruelle. Le gouvernement présente l'île comme une destination caribéenne abordable, mais l'expérience des visiteurs peut être très différente. Dans les zones touristiques, une location de courte durée peut facilement dépasser $1,000. Les locations de longue durée coûtent en moyenne environ $600 par mois. Et même en payant de telles sommes, les voyageurs n'obtiennent pas toujours le niveau de service ou d'efficacité qu'ils pourraient attendre. Les quartiers soigneusement entretenus pour les visiteurs contrastent brutalement avec la réalité située à quelques rues seulement. De nombreuses voies sont couvertes de déchets et de débris. Des montagnes d'ordures s'accumulent le long des grandes avenues comme dans les ruelles. Dans certains secteurs résidentiels, des maisons sont devenues inhabitables et ressemblent désormais à des ruines. Des engins de chantier interviennent pour nettoyer et réhabiliter certains endroits. Mais les progrès restent manifestement lents. Le gouvernement a même infligé des amendes à certains habitants accusés d'importuner les touristes, car les mauvaises expériences peuvent nuire aux revenus essentiels générés par ce secteur. Une situation étrange s'installe alors. Les visiteurs sont protégés dans certaines zones,
tandis que les Cubains vivant à proximité continuent de manquer de services fondamentaux. 6. L'odyssée quotidienne des transports. Parlons maintenant d'un élément qui façonne la vie quotidienne à Cuba, mais que les touristes découvrent rarement dans toute sa réalité. Ces voitures américaines des années 1950 et 1960, photographiées dans presque toutes les vidéos de voyage sur Cuba, ne sont pas de simples accessoires nostalgiques destinés aux publications sur Instagram. Appelés Almendrones, ces véhicules servent souvent de taxis collectifs. Ils circulent sur des itinéraires fixes, remplis de passagers qui partagent la course et sont pris par nécessité et non par choix. On entend le rugissement de moteurs adaptés et reconstruits d'innombrables fois avec toutes les pièces que les mécaniciens ont pu trouver ou fabriquer. À l'intérieur, des inconnus se retrouvent serrés les uns contre les autres dans des voitures conçues pour transporter beaucoup moins de personnes. Les discussions passent du prix du riz au dernier match de baseball. Ces trajets partagés deviennent de véritables centres communautaires mobiles, où les habitants échangent des informations indispensables à leur survie. Il y a ensuite les guaguas, les autobus publics. Les attendre sous le soleil des Caraïbes exige une patience presque infinie. Certaines personnes restent là pendant des heures, et lorsqu'un autobus finit enfin par arriver, on voit les passagers s'entraider pour monter, céder leur place aux personnes âgées ou laisser s'asseoir les femmes enceintes. Cette solidarité, forgée par une difficulté commune, est à la fois admirable et profondément triste. Pendant que les touristes se déplacent dans des taxis climatisés, un habitant ordinaire de La Havane consacre une part considérable de sa journée et de son énergie au simple fait d'aller d'un endroit à un autre. Chaque déplacement devient une petite aventure et une épreuve d'endurance. Les habitants organisent leur journée autour d'horaires de transport qui, en pratique, n'existent presque pas. Ils ajoutent plusieurs heures à chaque trajet, car les retards sont considérés comme inévitables. Merced, une vie placée sous surveillance permanente. Le système de surveillance des quartiers, connu sous le nom de Comité de défense de la Révolution, ou CDR, a été créé en 1960. Selon les statistiques du gouvernement cubain, il serait présent dans plus de 80% des quartiers de l'île. Il s'agit d'une surveillance sociale institutionnalisée, dans laquelle les voisins sont encouragés à observer les activités des autres et à les signaler. Officiellement, le dispositif doit prévenir la criminalité et organiser les actions communautaires. Pourtant, de nombreux Cubains le décrivent comme un système rendant la vie privée presque impossible. Imaginez vivre dans un endroit où vos voisins sont officiellement incités à observer vos habitudes quotidiennes et à transmettre ce qu'ils voient. Cette réalité a créé ce que les habitants appellent une culture des conversations murmurées. Chacun apprend à distinguer plusieurs niveaux de discours, ce que l'on peut dire en public, ce que l'on confie à des amis de confiance et ce que l'on pense réellement. Cette pression psychologique influence tous les domaines de l'existence, des choix professionnels aux relations personnelles. La culture des rumeurs, appelée localement chisme, remplit également des fonctions beaucoup plus importantes que le simple divertissement. Dans une société où les informations officielles sont rares et contrôlées, les réseaux informels deviennent des outils de survie. Où peut-on trouver de l'huile de cuisson cette semaine? Quel proche d'un fonctionnaire vend des médicaments? Qui a été arrêté et pour quelles raisons? Ce réseau parallèle de renseignements est essentiel à la vie quotidienne. Mais il signifie aussi que pour la majorité des Cubains, la confidentialité est devenue un luxe inaccessible. 8. Les difficultés particulières rencontrées par les femmes. Les femmes cubaines affrontent des obstacles spécifiques qui révèlent l'ampleur de la crise économique sous un angle parfois inattendu. Cuba affirme officiellement défendre l'égalité entre les sexes. Selon l'Office national des statistiques cubain, les femmes représentent plus de 60% des diplômés universitaires. Pourtant, la réalité quotidienne raconte une histoire bien différente. À Cuba, l'apparence et les soins personnels occupent une place culturelle importante. Mais entretenir sa coiffure ou son hygiène est devenu un luxe que beaucoup ne peuvent plus se permettre.
Une seule bouteille de coloration pour cheveux peut coûter 1500 pesos, soit environ la moitié du salaire minimum mensuel. Le maquillage, les produits de soins et même certains articles d'hygiène de base sont soit introuvables, soit vendus à des prix prohibitifs. De nombreuses femmes économisent pendant plusieurs mois pour acheter des produits considérés ailleurs comme ordinaires. Cette situation entraîne ce que l'on pourrait appeler des choix esthétiques stratégiques. Chacune doit décider quel aspect de son apparence elle peut encore se permettre d'entretenir. Faut-il acheter du shampoing ou de l'après-shampoing ce mois-ci? Économiser pour un rouge à lèvres ou consacrer l'argent disponible à du savon? Cette pénurie a favorisé l'apparition d'une économie informelle consacrée à la beauté. Certaines femmes ouvrent de petits salons de coiffure chez elles. D'autres fabriquent des cosmétiques maison avec les ingrédients qu'elles parviennent à récupérer. Des réseaux se créent également pour partager ou échanger les produits les plus rares. Ces activités à domicile évoluent dans une zone juridique incertaine, car l'entreprise privée reste fortement limitée. Mais le problème dépasse largement les cosmétiques. Des femmes ayant passé des années à obtenir un diplôme universitaire ne peuvent même plus acheter de vêtements adaptés à leur profession. Enseignantes, médecins et ingénieurs portent régulièrement les mêmes tenues, non par préférence, mais parce qu'elles n'ont pas d'autre solution. Le contraste entre leur niveau d'éducation et leur réalité financière provoque une forme particulière de tension psychologique. 9. L'économie du dollar et l'aggravation des inégalités. Peu de phénomènes illustrent aussi clairement les contradictions économiques de Cuba que l'apparition des magasins en devises étrangères. Ces commerces gérés par l'État, qui ont commencé à se multiplier en 2019, vendent des produits importés uniquement contre des dollars américains ou des euros. Ils ont ainsi créé une économie parallèle à laquelle la majorité des Cubains n'a pas accès. En entrant dans l'un de ces magasins, on découvre des aliments importés, des articles ménagers et des appareils électroniques qui semblent provenir d'un autre univers. Mais les prix sont affichés en dollars, ce qui les rend totalement inaccessibles aux familles vivant d'un salaire en pesos. Ces magasins permettent au gouvernement de récupérer des devises étrangères indispensables. En contrepartie, ils ont créé un niveau d'inégalité inédit au sein de la société cubaine. Les familles qui reçoivent de l'argent envoyé depuis l'étranger peuvent acheter des aliments importés, des équipements domestiques de meilleure qualité et des appareils électroniques modernes. Celles qui dépendent uniquement de leur salaire en pesos sont pratiquement exclues de cette économie. Une nouvelle hiérarchie sociale s'est donc installée. Elle ne repose plus seulement sur l'éducation ou les relations politiques, mais avant tout sur l'accès aux monnaies étrangères. Le système monétaire reste volontairement complexe et économiquement dévastateur. Même si la monnaie officielle est le peso cubain, plusieurs taux de change coexistent. Dans les bureaux de change officiels KDK, un dollar vaut environ 120 pesos. Dans la rue, au sein d'échanges évoluant dans une zone grise de la légalité, il peut atteindre entre 300 et 350 pesos. Cette double valeur crée en réalité deux économies distinctes au sein d'un seul pays. Les personnes ayant accès au dollar vivent dans un confort relatif et fréquentent des magasins climatisés aux rayons bien remplis. Les familles dépendantes du peso doivent se battre pour obtenir des produits essentiels dans des magasins d'État presque vides ou sur des marchés informels extrêmement coûteux. Malgré les idéaux socialistes du pays, les écarts produits par ce système sont parfois plus spectaculaires que ceux observés dans de nombreux États capitalistes. 10. Le contrôle de l'État et les occasions économiques perdues. L'histoire du rhum Bacardi permet de comprendre précisément ce que Cuba a perdu en raison d'un contrôle gouvernemental excessif. Fondée à Cuba en 1862, l'entreprise Bacardi est devenue mondialement associée au rhum cubain. Elle a largement contribué à donner à l'île sa réputation de capitale internationale du rhum. Mais au début des années 1960, lorsque le gouvernement de Fidel Castro a commencé à nationaliser les entreprises privées, la famille Bacardi a refusé de céder sa société. Elle a alors transféré ses activités à Porto Rico et dans d'autres pays.
Aujourd'hui, Cuba continue de fabriquer du rhum sous plusieurs marques contrôlées par l'État. Pourtant, Bacardi est devenu le plus grand producteur de rhum au monde et génère des milliards de dollars de revenus qui auraient pu profiter à l'économie cubaine. Le même scénario s'est répété dans de nombreux secteurs. La règle des 100 employés serait encore appliquée aujourd'hui. Lorsqu'une entreprise privée dépasse ce nombre de travailleurs, elle doit devenir une propriété de l'État. Réfléchissez à ce que cela signifie. Cette mesure fixe une limite directe à l'ambition entrepreneuriale. Elle empêche l'apparition de grandes entreprises privées capables de soutenir la croissance économique et de créer de nombreux emplois. Les politiques agricoles obéissent à une logique similaire. Selon le ministère de l'Agriculture, les cultivateurs de tabac doivent vendre 90% de leur production à l'État à des prix déterminés à l'avance. Ce système garantit des revenus au gouvernement, mais il offre très peu d'incitation à produire davantage ou à améliorer la qualité. Les agriculteurs savent que, quels que soient leurs efforts et les progrès réalisés, 90% de leur récolte doit être cédée à l'État. 11. Le cauchemar bancaire. Rien ne représente mieux le dysfonctionnement économique de Cuba que le spectacle quotidien observé devant les banques. Les longues files d'attente, composées de personnes patientant pendant des heures pour accéder à leur propre argent, sont devenues si courantes que les Cubains ont développé des règles sociales et des systèmes informels pour organiser leur place. Selon l'Association des banques cubaines, les coupures d'électricité mettent régulièrement hors service les réseaux de distributeurs automatiques dans toute l'île. Lorsque le courant disparaît, ce qui arrive chaque jour dans de nombreux quartiers, les services bancaires électroniques cessent simplement de fonctionner. Mais les difficultés ne s'expliquent pas uniquement par les défaillances des infrastructures. La Banque centrale de Cuba a reconnu l'existence de graves pénuries de liquidités. Il n'y a pas assez de billets physiques pour répondre à la demande. Dans une économie moderne, une telle situation paraîtrait inimaginable. À Cuba, les banques peuvent littéralement manquer d'argent lorsqu'un client souhaite retirer ses propres économies. Les plafonds imposés aux distributeurs aggravent encore la crise. Les limites quotidiennes varient généralement entre 4 000 et 15 000 pesos, ce qui représente environ 11 à 30 dollars selon le taux pratiqué dans la rue. Lorsqu'une famille doit payer son loyer ou acheter des médicaments, ces restrictions l'obligent à effectuer plusieurs retraits pendant plusieurs jours. Chaque tentative peut demander des heures d'attente. L'ironie devient encore plus évidente lorsque l'on sait que la majorité des transactions exigent toujours du liquide. Le gouvernement encourage les paiements numériques, mais la faiblesse d'Internet et les coupures électriques répétées rendent les cartes peu fiables. De nombreuses petites entreprises refusent les paiements électroniques, non par préférence, mais parce que leurs terminaux ne fonctionnent pas de manière suffisamment régulière. 12. L'esprit cubain que rien ne parvient à briser. Il serait pourtant injuste et profondément inexact de décrire Cuba uniquement à travers des couleurs sombres. Même au milieu des épreuves les plus dures, l'esprit cubain continue de rayonner avec une force tenace, presque impossible à éteindre. Cette capacité à préserver sa dignité et à s'adapter constitue une véritable leçon d'humanité. Elle remet en question beaucoup de nos certitudes sur le bonheur et l'accomplissement personnel. Cette force apparaît dans les gestes de solidarité les plus inattendus. Un voisin partage le peu de riz qui lui reste lorsque votre ration est épuisée. Une personne inconnue vous abrite sous son parapluie pendant une averse soudaine alors que vous attendez un autobus qui ne viendra peut-être jamais. Et malgré les difficultés, un sourire finit par apparaître. Non pour nier la souffrance, mais pour refuser de se laisser vaincre par le désespoir. En traversant n'importe quel quartier de la Havane, on peut entendre de la musique surgir spontanément à un coin de rue où des habitants se sont rassemblés. Il ne s'agit ni d'un spectacle organisé, ni d'une animation destinée aux touristes. C'est une joie authentique qui naît naturellement au sein de communautés refusant de laisser les circonstances détruire leur identité culturelle. L'humour vif et subtil joue à la fois le rôle d'une soupape et d'une forme de résistance.
Les Cubains ont développé tout un vocabulaire de plaisanterie et de jeux de mots, leur permettant de commenter leur situation sans franchir certaines limites politiques. Cet humour n'est pas uniquement amer ou agressif. Il est intelligent, inventif et parfois étonnamment optimiste. Il réussit à trouver de l'absurde et du rire dans des réalités qui briseraient le moral de nombreuses personnes. La richesse culturelle, elle aussi, refuse de céder face à la pauvreté. Dans de petits ateliers, des artistes transforment des matériaux recyclés et des objets abandonnés en sculptures ou en peintures remarquables. Des troupes de théâtre communautaires répètent dans des cours délabrés et préparent des spectacles capables de rivaliser avec des productions professionnelles présentées ailleurs dans le monde. Ces initiatives ne sont pas nécessairement financées par l'État. Elles représentent une créativité populaire qui existe malgré le manque de soutien officiel et non grâce à lui. La dignité des familles reste également intacte. Malgré les privations, elles mettent leurs plus beaux vêtements pour se promener le dimanche. Certains enfants portent des chaussures maintenues avec du ruban adhésif, mais leur uniforme scolaire reste propre et soigneusement repassé. Des couples âgés continuent de danser sur les places publiques, trouvant encore de la tendresse et de la joie l'un auprès de l'autre après des décennies d'épreuves. La capacité à célébrer la vie avec les moyens disponibles transforme la pénurie en occasion de créer et de se rassembler. On peut assister à un anniversaire où le gâteau a été préparé avec des ingrédients réunis pendant plusieurs semaines d'économie. Les décorations ont été fabriquées à la main avec du papier journal et des capsules de bouteilles. Pourtant, la joie, les rires et la sincérité de la fête peuvent être bien plus profonds que lors de nombreuses célébrations somptueuses organisées dans des pays plus riches. Cuba demeure suspendu entre plusieurs mondes. Entre ses idéaux révolutionnaires et ses réalités économiques, entre la richesse de son héritage culturel et l'incertitude de son avenir. Le peuple cubain mérite mieux qu'un choix entre la détresse économique et la répression politique. Il mérite d'avoir accès aux produits essentiels, de pouvoir s'exprimer librement et de disposer de véritables possibilités pour construire un avenir plus stable pour ses enfants. Mais les Cubains méritent également que l'on reconnaisse la force, l'inventivité et l'humanité extraordinaire qu'ils ont réussi à préserver après plusieurs décennies de difficultés. Comprendre la réalité de Cuba ne devrait pas obliger à choisir un camp politique. Il faut plutôt reconnaître le coût humain des politiques qui ont échoué, qu'elles viennent de La Havane ou de Washington. Il faut regarder au-delà des plages, des hôtels et des voitures anciennes pour découvrir les épreuves quotidiennes, mais aussi les petites victoires de personnes ordinaires essayant de bâtir une vie digne dans des circonstances exceptionnelles. Quel aspect de la réalité cubaine vous a le plus bouleversé? Avez-vous déjà visité Cuba et observé personnellement certaines de ses difficultés? Partagez votre expérience et votre opinion dans les commentaires. Nous sommes toujours heureux de découvrir vos témoignages. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de nous retrouver dans notre prochaine vidéo. Merci sincèrement d'avoir passé ce moment avec nous. Nous espérons que cette vidéo vous a intéressé. Votre soutien compte énormément pour nous. Nous vous souhaitons beaucoup de réussite et le meilleur pour la suite.